bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine médical Santé pour tous qui, à l'occasion de la journée mondiale de la prématurité, se consacre aujourd'hui aux bébés prématurés. Dans le monde, plus d'un bébé sur 10 naît prématurément, un phénomène qui augmente légèrement chaque année. Or, mettre au monde un enfant avant terme n'est pas sans risque pour le nouveau-né. Comment éviter ces naissances trop précoces? Quels soins particuliers nécessitent ces nouveau-nés? Quel suivi médical faut-il leur apporter? Cause, prise en charge des prématurés, prévention de l'accouchement prématuré. En marge de la journée mondiale de la prématurité, Santé pour tous, le magazine médical de RTCI, vous propose de découvrir l'essentiel sur la prématurité avec nos invités, le professeur Samia Qassem Ben Ayed, qui est chef du service de néonatologie au centre de maternité de Tunis et qui est présidente de l'association tunisienne de médecine néonatale. Bonjour professeur. Bonjour Dunia. Merci d'être là. Et le professeur Atef Youssef, qui est chef de service de gynécologie obstétrique au centre de maternité de Tunis. Bonjour professeur. Bonjour, bonjour. L'actu santé. Alors la prématurité est en augmentation. Un bébé sur 10, on le disait, dans le monde naît prématurément. Avant, j'aimerais m'adresser à vous, professeur Samia Qassem. Comme chaque année de par le monde, le 17 novembre a été célébrée la journée mondiale de la prématurité, une journée qui vise à éveiller les consciences à propos des bébés prématurés dans le monde entier. Et ces bébés qui, selon l'OMS, seraient environ 15 millions à naître, vous nous direz un peu plus tard, à naître prématurément chaque année. Alors, la prématurité, c'est un sujet qui vous tient à cœur pour différentes raisons, je crois savoir. Merci tout d'abord pour cette invitation. Et oui, c'est un sujet, la prématurité, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce qu'avec ces nouveau-nés qui naissent prématurément et pour lesquels on a ce privilège-là de les prendre en charge, c'est des nouveau-nés avec lesquels on a appris beaucoup de choses. Avec ces nouveau-nés-là, on apprend de vivre au jour le jour. On apprend de vivre de façon concomitante entre espoir et désespoir. La prématurité, c'est une leçon de vie. Et la prématurité nous dit qu'il y a des choses à faire. Il reste encore beaucoup de choses d'autres à faire et améliorer pour aboutir à une augmentation comme on le voudrait et comme le voudrait la famille, améliorer un taux de survie et surtout survie sans séquelles. C'est notre objectif et sur ça qu'on est en train de travailler pratiquement tous les jours. D'accord. Alors cette semaine, le 17 novembre, s'est tenue la journée mondiale du prématuré. Et cette année, vous avez décidé, l'association que vous présidez, de célébrer l'événement par un webinar. Alors question, pas pour un champion, mais sur un champion, le prématuré. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Exactement. Donc, c'était un choix personnel. J'ai fait un petit jeu de mots, ces questions pour un champion. Sur un champion. Tout à fait, on l'a changé en question sur un champion parce que pour nous, oui, le prématuré, c'est réellement un champion. On part avec lui à l'aventure. Il y a des obstacles, il y a des moments difficiles que certains arrivent à surmonter. Il y a d'autres malheureusement, qui ne le pourront pas. Et donc, on part avec eux vers l'aventure et on est en train de voir chaque jour ces champions s'améliorer, évoluer et on est avec eux. Donc, c'est réellement des questions sur des champions et des futurs champions. Alors, ça va se passer samedi 20 novembre de 15h à 17h. Exactement, exactement. Il y aura une partie dédiée à la gynécologie obstétrique et on va traiter du sujet comment éventuellement prévenir la prématurité spontanée et ses conséquences. La deuxième partie comportera une revue de ce que nous devons faire pour le suivi, pour assurer un suivi convenable pour ces nouveau-nés. Parce que ce qu'il faut savoir, et on va le débattre tout à l'heure, le suivi de ces prématurés ne s'arrête pas à leur sortie de la maternité. Il y aura encore des choses à faire. Et on terminera par des témoignages. C'est vraiment des témoignages très très bouleversants avec quelques familles. On n'a pas pu mettre tous les témoignages qu'on a pu recueillir dans nos différents services, mais c'est des témoignages vraiment qui font chaud au cœur et qui nous mettent devant une réalité. Qu'est-ce qu'on veut faire avec ce nouveau-né-là? Comment on peut les accompagner? Comment on peut accompagner les parents? Et pour finir, il y aura une petite partie qui est dédiée à tout ce qui est psychologie de la parentalité.
en ce qui concerne le prématuré avec notre pédopsychiatre. Et comme ça, les 2 heures feront, sera des réponses à quelques questions pour la prématurité. Ce webinaire s'adresse à qui de vos confrères, au grand public, et le lien, il le trouve où sur votre page Facebook officielle? Exactement. Ça s'adresse principalement à tous les soignants, à tout le personnel de la santé qui ont affaire à ces nouveau-nés-là, que ce soit le cadre médical, le paramédical, et également les parents ils peuvent y accéder sur un lien qui va être mis à la disposition sur notre page Facebook. Voilà, de l'association, on le rappelle. Voilà, c'est l'association, alors ça que s'écrit comment? Association tunisienne de médecine néonatale ou bien ATMN, Association tunisienne de médecine néonatale. Voilà, ATMN sur votre page Facebook. Très Exactement. bien. Alors, la prématurité peut avoir des conséquences extrêmement graves sur l'enfant à naître. On en parle tout de suite. À la une. Je le disais à l'instant, la prématurité est en augmentation. Un bébé sur 10 dans le monde né prématuré. Professeur Atef Youssef, qu'est-ce que c'est qu'une naissance prématurée? Merci infiniment, Donia, pour cette occasion pour parler de la prématurité, qui est vraiment un fléau actuellement, du fait que cette fréquence ne cesse d'augmenter au cours de ces dernières années. Par exemple, il y a des pays où cette prématurité peut atteindre les 15-16% des accouchements. Nous, en Tunisie, c'est toujours aux alentours de 8 à 10% de nouveau-nés qui naissent d'une façon prématurée. Au centre de maternité, les chiffres sont un peu plus élevés, vu que c'est un centre de référence. Il y a des patientes qui sont référées pour une menace d'accouchement ou une pathologie autre qui va imposer, on en parlera tout à l'heure. Ce que c'est la prématurité, en fait, c'est l'accouchement qui survient avant la 37e semaine ou le 9e mois de grossesse. D'accord. C'est pas une entité uniforme. Il y a plusieurs prématurités, plusieurs formes, plusieurs causes. C'est ça, j'allais vous dire, est-ce qu'il y a différents types ou stades de prématurés? On entend dire qu'il y a les grands prématurés, les prématurités moyens. C'est quoi? C'est une classification qui existe? Tout à fait. Bon, les grands prématurés sont en fait les plus petits, les plus jeunes. Oui. Grossièrement, on les classe en prématurés, tout court. C'est ceux qui naissent après la 32e semaine, après le 8e mois, et avant le terme, c'est-à-dire avant la 37e semaine. On les classe comme prématurés, tout court. Entre 7 et 8 mois, donc. Entre 7 et 8 mois. Au-deçà, c'est-à-dire avant la 32e semaine, on parle de grands prématurés. Et là, la limite inférieure, selon le pays, selon l'état de médicalisation du pays, on parle de grands prématurés entre 28 et 32 semaines et très grands prématurés au-deçà de 28 semaines, c'est-à-dire entre le seuil de viabilité qui est aux alentours de 24 à 26 semaines jusqu'à 28 semaines. On parle de très grands prématurés. Alors justement, j'allais poser la question, professeur Samia Qassem, à partir de quand le prématuré peut-il être viable? Excusez-moi l'expression, je ne sais pas si... Non, là, vous avez parfaitement raison. Il y a tout d'abord une définition qui est mondialement admise, c'est la définition qui est donnée par l'OMS. Cette définition parle d'une viabilité possible à partir d'un terme de 22 semaines d'aménorrhée et de 500 grammes. Que ça veut dire viabilité? Viabilité, ça veut dire qu'on est apte à assurer une fonction vitale qui est la respiration. Et là, c'est anatomiquement défini, ça veut dire que les poumons ont ces petites sacules qu'on appelle les alvéoles, et c'est ce qui permet, c'est des petits ballons qui existent au niveau des poumons, et ça permet aux nouveau-nés, ça nous permet de respirer. À partir de 22 semaines, ces alvéoles commencent à se constituer. Donc, l'OMS a pris comme définition de la viabilité un terme de 22 semaines parce que l'anatomie le permet. D'accord. Ça, c'est une question d'anatomie. D'accord. Par la suite, on parle de terme de viabilité à partir duquel on va s'acharner à fournir des soins intensifs. Comme l'a dit le docteur Atef Youssef, c'est différent d'un pays à l'autre. Mais on ne descend presque jamais en deçà de 24 ou 23 semaines, quel que soit le niveau de développement des pays, parce que c'est grevé d'une lourde mortalité
Et comme on le dit toujours... Et puis l'enfant pourra traîner des séquelles tout par la fait. suite. On n'est pas là pour faire des exploits. Bien sûr. Et on est là pour promouvoir une bonne qualité de vie et non pas tout simplement une vie. Éviter les excès thérapeutiques. Exactement. En Tunisie, il y a quelques années en arrière, lorsqu'on avait démarré une réanimation de pointe, et c'était le début des années 2000, en 2001 et ainsi de suite, on avait limité notre intervention pour la prise en charge à 28 semaines et 1000 grammes. C'était un objectif de santé publique. On s'est dit avec nos chers maîtres, si on arrivait à faire vivre ces nouveau-nés-là et d'une façon agréable et sans grande séquelles, c'est un objectif qu'il faut honorer et on a atteint un très très bel objectif. Et j'espère qu'on pourra l'atteindre d'ici quelques années parce qu'il reste encore beaucoup de choses à faire. Mais d'un service à l'autre, on arrive quand même à faire baisser un tout petit peu cette barre jusqu'à 26 semaines. Ça représente pour nous la zone grise. Et aussi un tout petit peu plus bas que 1000 grammes, c'est-à-dire dans les 800, 700 grammes. Ça dépend du contexte et ça dépend également de ce qu'on a de disponible comme matériel. D'accord. Professeur Adafios, vous parliez de prévalence tout à l'heure, vous en avez touché un mot en disant que les naissances prématurées étaient en constante augmentation. Est-ce qu'on sait pourquoi il y a de plus en plus de naissances prématurées ? Ah oui, on sait certaines causes, c'est vrai, mais il y a toujours un côté mystérieux dans l'affaire. Les choses qu'on connaît, c'est que la femme commence à se marier d'une façon tardive. Donc, les femmes tunisiennes, et de par le monde d'ailleurs, ont tendance à concevoir à un âge assez avancé. Là, l'âge avancé de la mère, au moment de la grossesse, l'expose à des complications telles que l'hypertension artérielle, le diabète au cours de la grossesse, mais aussi altère en quelque sorte les tissus, les organes génitaux de la maman, ce qui fait qu'elle sera exposée d'une façon plus importante à des menaces d'accouchement et à des contractions utérines qui risquent de survenir d'une façon prématurée. Ça de un. De deux, il y a aussi l'avènement des techniques de la procréation médicalement assistée. Et là, on voit que les grossesses multiples, que ce soit gémellaires, triplées, exceptionnellement d'un plus haut rang, ont tendance à augmenter en fréquence. Et là, on sait très bien que les grossesses multiples exposent aussi directement à la prématurité. Donc, c'est principalement ces deux choses-là qui donnent une fréquence qui ne cesse d'augmenter au cours des dernières années. Tout à l'heure, vous nous aviez donné un chiffre concernant la Tunisie, un pourcentage. On peut le revoir à nouveau ? Aux alentours de 8 à 10%, toutes maternités confondues. Pour les maternités de niveau 3, comme la nôtre, au centre de maternité de Tunis, où l'équipe de néonatologie fait un effort extraordinaire, c'est quelque chose de grandiose, les chiffres sont plus élevés. Nous sommes aux alentours de 14, c'est 14,4%. Exactement, donc 14,4% des grossesses, des accouchements plutôt, qui sont faits au centre de maternité de Tunis, sont faits d'une façon prématurée pour une cause ou une autre. Et ces chiffres, c'est principalement parce que c'est une maternité qui draine presque tout le nord du pays, voire même parfois des zones du centre ou du sud. Et c'est ce qui fait que les chiffres sont un peu plus élevés au centre. Alors vous disiez pour une cause ou une autre. Alors justement, les causes. À quoi peut être due une naissance prématurée ? Tout à l'heure, dans votre introduction, le professeur Samer Kassem, vous parliez de prématurité spontanée, c'est-à-dire qu'il y a des prématurités qui ne sont pas spontanées qu'on va provoquer, docteur Atafios ? Exactement. Dans la majorité des cas, ces accouchements prématurés surviennent d'une façon spontanée, c'est-à-dire que c'est la femme qui va avoir des contractions utérines de travail d'une façon spontanée, sans cause évidente, parfois suite à une infection ou un état de fatigue ou d'effort excessif les jours précédents. C'est ce qui fait que l'utérus va se mettre à se contracter et la patiente risque d'accoucher d'une façon prématurée. Ça, c'est dans la majorité des cas. Il y a un deuxième volet aussi de prématurité spontanée, c'est les ruptures prématurées des membranes, où la femme va perdre ses os d'une façon précoce, avant le terme, et ça expose énormément à l'accouchement prématuré.
Ça, c'est dans la majorité des cas. C'est aux alentours de 60% des accouchements prématurés. Restent les 30 à 40% d'accouchements prématurés induits ou imposés. Les causes sont principalement liées soit à une pathologie maternelle, soit à une pathologie fœtale qui impose l'extraction du bébé et l'évacuation de la grossesse, telle que l'hypertension artérielle gravidique. Oui. C'est la première cause de prématurité induite. En second lieu, le diabète gestationnel, les infections graves maternelles, ou parfois des cardiopathies, d'autres pathologies maternelles ou carcinomateuses qui imposent d'extraire le bébé avant la date normale de la naissance pour permettre un traitement adéquat et à temps pour la maman. Parfois, les causes sont principalement fétales, telles que le retard de croissance intra-utérin qui peut être sévère, et le fait de laisser le bébé à l'intérieur de l'utérus risque de l'exposer davantage à des complications, voire même la mort fétale in utero. C'est pour ça qu'on est parfois forcé à l'extraire exactement avant la date. Sachant qu'en fait, vous préférez laisser le maximum le bébé dans le ventre de la maman. Chaque jour de passer est un jour de gagner, mais parfois vous n'avez pas le choix. Quels sont ces facteurs de risque qui peuvent favoriser la survenue d'un accouchement prématuré? Je sais que par exemple le tabac, proscrire complètement. Il y a l'âge maternel, vous l'avez dit, des infections, vous l'avez dit aussi, mais est-ce qu'il y a d'autres choses? C'est principalement ça, mais aussi il y a les efforts physiques excessifs chez la maman. Parfois, la femme a tendance au cours des derniers mois de la grossesse de se préparer à l'accouchement. Elles vont faire des efforts un peu excessifs et ça risque de stimuler le mécanisme du travail qui reste en grande partie mystérieux, mais le fait de s'exposer à des efforts physiques intensifs risque de faire entrer la patiente en travail et de provoquer un accouchement prématuré. Et là, par la même occasion, je tiens à soulever un point. Il y a un projet de loi qui permettrait peut-être, si cette loi passe au cours des prochains mois, à la femme de se reposer au cours du dernier mois de la grossesse, tel que c'est fait au cours de plusieurs pays en Europe et en Occident. La patiente, au cours du 8e mois, doit se reposer, doit éviter les efforts excessifs, doit éviter les charges physiques excessives qui risqueraient de causer l'accouchement prématuré. C'est clair. Donc espérons que cette loi voit le jour d'ici quelques mois. D'accord. Alors professeur Samir Qassem, l'accouchement est là. Il a fallu, soit c'est un accouchement qui est venu spontané, une prématurité spontanée, ou bien provoqué médicalement, induite comme vous dites, et le bébé arrive. Alors, comment se présente un nouveau-né prématuré? Quelles vont en être les caractéristiques? On sait que toutes les fonctions ne sont pas matures, que ce soit l'appareil respiratoire, le foie. Bien entendu, ça dépend, vous nous l'avez dit, du nombre de semaines aussi. Exactement. Mais là, on est, disons, avec un bon pronostic. Et écoutez, donc on va être très bref. Pour le nouveau-né prématuré, c'est un nouveau-né comme tous les autres nouveau-nés. Il a une tête, il a des membres. Heureusement. Parce que, pourquoi je vous le dis? Parce que parfois on a la réflexion des parents, il a tout. Oui, il a tout. Il a ses yeux, il a sa bouche, il a sa tête, il a ses poumons, il a son cœur. Le problème pour un prématuré, c'est qu'il a tous les organes en place, mais ça ne fonctionne pas encore convenablement. Il fallait une maturation qui aurait dû avoir lieu déjà in utero. Donc là, il était pressé d'arriver, ou nous, on a fait de sorte qu'on le sorte un peu plus tôt, et donc c'est un nouveau-né à qui on va demander, vas-y mon grand, tu vas être capable de respirer tout seul, tu vas être capable de faire marcher ton cœur convenablement et d'assurer une bonne hémodynamique. On va le jeter à l'eau sans lui apprendre à nager. Mais heureusement que la nature fait bien les choses, mais aussi il y a cet accompagnement par les soignants et c'est la science. Heureusement que la science existe pour venir en aide à ces enfants-là. Donc, comment ils se présentent physiquement? On arrive, scientifiquement parlant, il y a ce qu'on appelle des scores. On arrive avec ces scores-là, c'est des scores morphologiques, c'est-à-dire par la qualité de la peau, par la qualité des vaisseaux, par la qualité des cheveux, des mamelons, des organes génitaux, des plis au niveau des mains, au niveau des pieds, à donner un score. Et ce score,
correspond à un terme d'âge gestationnel. Voilà. Pourquoi il faut avoir un âge gestationnel? Parce qu'il y a un protocole qui va suivre derrière. Parce qu'il y a des protocoles, mais il y a surtout un risque, une morbidité, une mortalité qui est proportionnelle à l'âge gestationnel et au poids. C'est-à-dire, en termes beaucoup plus simples, plus on est petit en âge gestationnel, plus on est petit en poids, plus les risques de ne pas terminer cette aventure ou de la terminer avec plus de complications est grand. Donc c'est inversement proportionnel. C'est comme ça. C'est clair. C'est comme ça. Donc, plus on a besoin d'aide, plus on a besoin d'être interventionnel vis-à-vis de ces enfants-là, et plus les manœuvres se multiplient et les risques se multiplient également. D'accord, donc il y a des risques de complications et de séquelles plus ou moins élevés selon le stade de prématurité. Quelles sont ces complications possibles rapidement? Rapidement. Oui, bien sûr, je ne vais pas vous faire un cours. Tout simplement, je tenais à préciser, et notamment vis-à-vis des parents, que le prématuré, ce n'est pas un nouveau-né qui va compléter sa croissance dans une couveuse. Pour eux, c'est ça. Bah oui. Ce qui n'a pas eu l'occasion de le faire dans le ventre de sa maman, il y a la couveuse, elle est là, il va finir ses jours convenablement, zen, rien du tout. Ça rassure les parents de penser ça. Ça rassure les parents, mais ça crée des conflits également. Ouais. Parce que si pour eux, c'est si simple que ça, à chaque fois qu'il y a une complication, à chaque fois qu'il y a un problème, il y a une accusation. D'accord. Donc, dès le départ, il faut que les parents soient conscients. Il ne faut pas qu'on soit ni dans le désespoir le plus absolu, ni dans l'optimisme aussi le plus absolu. Il faut être réaliste. C'est des enfants qui, moi je dis souvent aux parents, si le bon Dieu a décidé de nous faire naître à 9 mois, dans la majorité des cas, il y a une raison. On parle de 10%, mais il y a 90% qui naissent à terme, à 9 mois. Il y a une raison bien particulière. Et cette raison, elle est parfaitement scientifique. Donc, ces nouveau-nés-là, ils vont être, les premiers jours, il y a des problèmes carrément vitaux, parce qu'ils doivent respirer. Et s'ils ne respirent pas convenablement ou tout seul, il y a des machines. Et les machines, ça va de la plus petite machine qui va insuffler juste de l'air et de l'oxygène à travers le nez. Ça l'aide un tout petit peu, et là il va rester éveillé, il va respirer, vers la machine la plus grosse, les techniques les plus à pointe, et pour lui permettre de survivre. Donc le premier jour, c'est une question de vie. D'accord. Au fur et à mesure qu'on avance dans l'âge, il y a d'autres complications qui peuvent survenir. Le nouveau-né prématuré, il est fragile par son cœur, parce qu'il a un petit vaisseau qui relie l'artère pulmonaire à l'aorte et qui devrait se fermer à la naissance, quand on est à terme. Chez le nouveau-né prématuré, ce canal-là persiste et ça peut créer beaucoup de problèmes. Le nouveau-né prématuré aussi, il peut avoir des difficultés pour s'alimenter convenablement. Il ne pourra pas, dans la majorité des cas, exactement. Nous, on court-circuite cette succion en donnant une alimentation qu'on appelle une alimentation par gavage. C'est-à-dire, on met une tubulure dans la bouche. Comme expression. C'est pas du tout joli. Et on lui donne à manger à travers cette tubulure-là. On lui assure un apport nutritionnel oral. On favorise le tube digestif. Mais dans certaines situations, il n'aimera pas cette alimentation. Il ne va pas la tolérer. Il va avoir un abdomen qui gonfle. Il va avoir une complication qui est propre à la prématurité, qu'on appelle l'entérocolite ulcéro-nécrosante. C'est un nom très barbare qui ne veut rien dire pour les parents, mais il faut qu'on leur explique cette complication qui peut survenir malheureusement à n'importe quel moment. Et elle nous a causé beaucoup de mauvaises surprises. C'est-à-dire, on était sur le point de dire « Alhamdulillah, tout va bien pour le moment, il est autonome, il respire tout seul, et puis il a le cœur qui bat tout seul. » Il rejette l'alimentation. Exactement. Il rejette l'alimentation, pas que. Là, il fait une belle marche en arrière, parce qu'il réclame de nouveau la réanimation, la machine, et on rentre dans un cercle vicieux, à savoir que pour cette entérocolite, à titre d'exemple et à titre d'indication, 1 sur 3 meurt par la suite. Donc, il y a ça. Il y a le
fait que le nouveau-né prématuré présente une immaturité de son système immunitaire. Donc c'est un bébé qui risque de faire des infections à répétition. Et l'infection, elle peut être mortelle. Je ne veux pas parler de mort, mais la vérité est là. Mais on ouvre une parenthèse là pour dire aussi bien pour les prématurés que pour les nouveau-nés. Absolument, surtout en ce moment où il y a plein de virus et tout qui circulent. S'il vous plaît, plus de bisous, comme le dit votre confrère Mohamed Ouachi, cousin Mohamed Ouachi. Parlez d'embrasser les bébés, les nouveau-nés et tout. Ne laissez pas les gens rentrer, s'agglutiner dans la chambre pour voir ce bébé. Les parents, même la maman peut-être peut porter un masque dans un premier temps. Et voilà, il y a plein de précautions à prendre. Exactement. Pour les nouveau-nés comme pour les prématurés aussi. Bon, on a bien compris que l'évaluation des chances de survie d'un prématuré, ça revient aux équipes médicales. Cela se fait au cas par cas et on comprend mieux que vous autres néonataux, finalement, vous êtes des super spécialistes parce que vous allez toucher au cœur, vous allez toucher aux yeux, aux poumons. C'est tout. Vous devez absolument tout vérifier, quoi. C'est fou. C'est notre métier, c'est notre formation. L'avantage avec les nouveau-nés, et ça aussi, c'est que ces petits, ils ne parlent pas, ils ne vous disent pas ce qu'ils ont. On a à deviner, on a à intercepter les petits signes. Mais par contre, ils ressentent la souffrance, parce que pendant des années, on a cru que les nouveau-nés ne ressentaient pas la douleur. Or non. Ils ressentent la douleur. Tout à fait. Ils ressentent la douleur, mais c'est leur façon d'exprimer ce sentiment-là qui est très immature. Et on nous a enseigné depuis des dizaines d'années que chez le nouveau-né, on fait ce qu'on appelle le minimal handling, c'est-à-dire on le perturbe le moins possible. Parce que à chaque fois qu'on le touche, à chaque fois qu'on fait un geste, ça peut être source de douleur et d'inconfort. Dans la réanimation néonatale, il y a une grande partie consacrée au bien-être du nouveau-né. C'est-à-dire la réanimation du nouveau-né, ce n'est pas uniquement une machine à lui fournir, un cœur à faire battre. Non, dans sa couveuse, ce nouveau-né, il doit être bien positionné, il doit être bien à l'aise, il faut regrouper les soins pour ne pas le déranger, plus que ça, et éviter tant que possible tout ce qui est invasif. Et d'ailleurs, il y a quelque chose en néonatologie qu'on appelle le monitorage, et le monitorage, c'est le nouveau-né pour surveiller. Oui. On utilise des moyens les moins agressifs possibles, les moins invasifs. Chose qu'on fait, par exemple, chez les adultes ou les grands enfants. Donc, pour le nouveau-né, le minimum possible avec le maximum de confort possible. Les 1000 premières années, les 1000 premiers jours du nouveau-né sont capitaux pour lui et pour son développement. Et la période néonatale en fait partie, donc il faut faire très attention. Vous êtes chef du service de néonatologie au centre de maternité de Tunis. En Tunisie, avec les équipements dont nous disposons, à partir de quel moment les équipes médicales, vous nous avez dit, acceptent de prendre en charge un prématuré, 28 semaines, vous avez dit. On peut descendre jusqu'à 26 et 800 grammes. 800-700 grammes. En fait, c'est une prise en charge spécifique, puisque le bébé va être transféré dans une unité de néonataux, mais on n'en a pas tant que ça en Tunisie. Tout à fait. Et malheureusement, et c'est un grand handicap pour nous, ça fait mal au cœur d'en parler, et de dire qu'il y a eu des choses qui ont été faites, on ne va pas dire le contraire, mais on aurait bien aimé que ça évolue mieux que ça. Tout à l'heure, quand je vous ai parlé de notre décision, c'est-à-dire il y a une bonne vingtaine d'années, quand on avait démarré, de dire on va démarrer avec les plus que 28, plus que les 1000 grammes, et pour que d'ici 10 ans, d'ici 20 ans, on va baisser la barre de cette prise en charge. Mais malheureusement, on n'y est pas arrivé. Comme vous le dites, les centres où il y a une prise en charge, une réanimation proprement dite, il n'y en a pas tant que ça en Tunisie. On est à 5 avec l'hôpital militaire. Ce qu'il y a à faire. Et on a, pendant plusieurs années, nos maîtres, Madame Khourouf Naïm, Sid Ahmed Derqiq, ils ont bataillé pour qu'on crée ce qu'on appelle des réseaux de périnatalité. Qu'est-ce que c'est que les réseaux de périnatalité? Ça veut dire qu'on crée autour du nouveau-né et de sa famille tous les participants, tous les maillons de la chaîne qui participent à la prise en charge dans un contexte de proximité. Et c'est-à-dire, on va faire aussi approprier le degré du risque qu'encourt ce nouveau-né-là et sa maman au niveau de soins dont il a besoin. C'est-à-dire,
Si c'est plus que 32 semaines, plus que 1600 grammes, 1500 grammes, il peut rester dans un niveau 2. C'est ce qu'on appelle actuellement les hôpitaux régionaux. D'accord. Avec l'équipement qui va avec. Oui. S'ils ont besoin d'une réanimation plus poussée, on va le transférer dans une unité plus appropriée. Et malheureusement, depuis plusieurs années, on n'arrive pas à avoir le lien et à travailler dans des normes. Travailler dans des normes, chaque unité, chaque hôpital, il a ses prérogatives, il a des normes internationales, il faut travailler dans ces normes-là. C'est clair. Alors, les prématurés, est-ce qu'ils auront besoin d'un suivi particulier une fois sortis de l'hôpital? Tout à fait. Pour les prématurés, il faut les garder à l'œil, comme on le dit, jusqu'à l'âge scolaire, jusqu'à l'âge de 7 ans. Est-ce qu'ils vont garder un retard par rapport aux enfants nés à terme? Pas tous. D'accord. Heureusement. Enfin, pour rassurer les parents, est-ce qu'on peut dire que quelques années après sa naissance, un enfant prématuré se sera développé de la même façon qu'un bébé à terme? Tout à fait. Voilà. Tout à fait. À l'âge adulte, on ne fait pas du tout la différence entre quelqu'un qui est né prématurément et quelqu'un qui est né à terme. Oui, tout à fait. Par la suite. Donc, ils rattrapent leur retard. Moi, je vous donne un petit exemple. Oui. Je suis née prématurée. Très bien. Avec un retard de croissance en plus. Donc voilà, à part le retard de croissance, je pense que les séquelles ne sont pas énormes à ce point. D'accord. Alors, il y a des histoires heureuses, comme ça, puis il y a des histoires plus malheureuses, avec notamment les grands prématurés qui ont été sauvés, et à l'âge adulte, qu'est-ce qu'ils deviennent? Comme des séquelles, il y a des... Exactement, c'est des bébés, comme on l'a dit, c'est un suivi qui va être assez lent pour détecter à temps ces troubles. On peut avoir des problèmes de motricité, on peut avoir des problèmes, ce qu'on appelle les problèmes neurodéveloppementaux et les problèmes psychologiques. Donc, nous, on a une formation avec les pédiatres, avec nos collègues également, parce que la prise en charge, c'est une prise en charge qui est pluridisciplinaire, à détecter à temps et à prendre en charge convenablement. Parce que, je donne un exemple. Si on voit que cet enfant n'arrive pas à prendre convenablement un objet pour démarrer, un jouet, par la suite ça va être le stylo, on l'a détecté à temps. Il y a une prise en charge physiothérapeute, avec la médecine physique et tout, on sait les orienter, ils vont être pris en charge. Et cette autre parenthèse, lacune, va être surmontée dans les plus brefs délais. C'est pour ça, avec le nouveau-né prématuré, quand il sortira à domicile, il y a beaucoup de choses à faire encore en collaboration étroite avec les parents. Et là, les parents, pour suivre le suivi de ces enfants-là, pour assurer le suivi, pour être au rendez-vous, pour également partir dans chez les différents spécialistes. Il nous reste 4 minutes et j'aimerais qu'on parle de prévention. Professeur Atef Youssef, qu'est-ce qu'on peut faire pour réaliser de réels progrès, on va dire, dans la réduction des accouchements prématurés? Est-ce qu'on peut prévenir la prématurité? Ah oui, on peut toujours prévenir la prématurité. Bon, toujours, c'est un peu trop. On peut toujours batailler à réduire ce taux de prématurité, notamment... en surveillant les femmes enceintes. Exactement, c'est la pierre angulaire. Il faut que les femmes enceintes aient un suivi régulier et correct de leur grossesse, parce que, comme on a dit tout à l'heure, la majorité des accouchements prématurés, c'est des accouchements prématurés spontanés, là où il n'y a pas de pathologie maternelle derrière qui a causé cet accouchement, et c'est un manque de suivi de la grossesse, où on n'a pas pu détecter à temps les pathologies maternelles. La pression artérielle, la protéine. Exactement. Voilà, et malheureusement, on est actuellement toujours à des chiffres assez élevés de grossesse mâle, voire même non suivies du tout. Et là, il faut sensibiliser les femmes à aller voir leur médecin d'une façon régulière pour le suivi de la grossesse. D'autant plus qu'il paraît que l'échographie peut déceler le risque de prématurité dès le 4e mois de grossesse, c'est vrai? Exactement. Par exemple, au cours du suivi de la grossesse, il faut systématiquement faire le calibrage du col utérin. C'est la mesure de l'orifice par lequel le bébé va naître. Et il y a des seuils à partir desquels on peut prédire un risque élevé d'accouchement prématuré. Et c'est des femmes à mettre au repos, à surveiller de près pour prévenir et pour éventuellement donner des corticoïdes, donner des traitements qui permettraient
d'améliorer le pronostic à la naissance en améliorant cette fonction respiratoire dont on a parlé, professeur Kasm, tout à l'heure. Très bien. D'autres choses pour le suivi, il faut éviter aussi les infections, les efforts physiques assez importants. Et en matière d'infection, puisque nous y sommes actuellement, j'encourage les femmes enceintes à partir du 4e mois d'aller se faire vacciner contre la Covid-19 parce que c'est une infection comme d'autres et toute infection peut causer l'accouchement prématuré. C'est clair. On en arrive à la fin déjà. Je vous donne la parole, professeur Samia Kasm. Votre conclusion, vos recommandations, par exemple, des consignes d'hygiène pour un bébé prématuré. On sait, quand même, pour donner des bonnes nouvelles, qu'il y a plein de gens célèbres qui sont nés prématurément. Tout à l'heure, vous parliez de vous, mais je parlerai également de par exemple, Stevie Wonder, le chanteur, Albert Einstein, Winston Churchill, Franklin Roosevelt, Napoléon Bonaparte, Victor Hugo, Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, Renoir, Pablo Picasso. Voilà, donc c'est le moins que l'on puisse leur souhaiter. Exactement. Donc pour ces champions-là, c'est le rôle des parents par la suite de prendre soin d'eux et d'assurer le minimum. Le minimum, c'est être chaud, avoir une alimentation correcte. Mais pas trop chaud. Il y a une surveillance à faire. L'allaitement maternel également, il faut l'encourager et énormément. Même si l'enfant est hospitalisé, les mamans peuvent tirer leur lait et on peut le conserver au congélateur et ça peut prendre des mois. 6 mois en attendant que l'enfant revienne à domicile. Éviter les bisous, c'est très important. Et c'est tout. Porter les masques, les mesures d'hygiène que l'on utilise au quotidien, le lavage des mains et tout. Voilà. C'est aussi simple que ça. C'est pas la mer à boire. Mais il faut prendre ce genre de précautions. Merci. Notre émission touche à sa fin. Merci à nos invités, professeur Samia Kasm Ben Ayed, chef du service de néonatologie au centre de maternité de Tunis, président de l'association tunisienne de médecine néonatale, professeur Atef Youssef, chef de service